Bonjour à tous. Merci beaucoup de me recevoir dans le cadre de ce colloque IA Fiction. Merci surtout aux organisateurs et organisatrices d'avoir maintenu tout ce colloque malgré cette pandémie générale. Gynoïde et enceinte, singularité organique de l'intelligence artificielle dans les films de science-fiction. Battlestar Galactica, série des années 2000, crée une boucle que vous voyez ici. De l'humain viennent les robots et l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle vient la singularité. De la singularité vient la rébellion technologique, puis la destruction de l'humain, qui renaît de ses cendres, fait disparaître la technologie. Et du coup, l'humain se développe de nouveau sur Terre et on recommence le cycle. Une phase entière de ce cycle est développée dans la série que nous venons de mentionner, qui se déroule dans notre passé et raconte l'arrivée fictionnelle de nos ancêtres sur la planète Terre. Elle se termine sur une vue de notre époque et sur un aperçu des évolutions robotiques de ces dernières années, suggérant ainsi que nous sommes en train de recommencer le cycle. L'élément qui nous intéresse ici, qui manque, est celui qui vient boucler la boucle, c'est-à-dire celui qui vient amorcer le retour à l'humain. Dans Battlestar Galactica, une jeune femme artificielle tombe enceinte. L'apparition de la maternité dans un corps au départ prévu comme fabrication industrielle, c'est-à-dire jetable et remplaçable, rapproche soudainement la machine de l'humain. Ce mode de reproduction lent et limité met fin à tout un cycle de production en masse d'humanoïdes et engendre le début d'une nouvelle génération humaine. Dans la série, Hera est fille hybride d'un humain et d'une gynoïde et elle est désignée comme notre ancêtre commune, comme l'ancêtre féminine à l'origine de notre humanité. On note tout de même que la série Battlestar Galactica est longue, elle fait près de 80 épisodes et elle prend ainsi le temps de développer ces personnages androïdes et gynoïdes jusqu'à leur donner une ascendance qui ne soit pas entièrement issue de la technologie. Bien que le corps maternel mis en scène soit artificiel, la maternité devient un événement qui avait été perdu au sein d'un peuple et qui est finalement réapparu. Dans Blade Runner 2049, film de Denis Villeneuve sorti en 2017, qui est la suite du Blade Runner de Ridley Scott, sorti en 82, on construit l'intrigue autour d'un même événement. Une réplicante, réplicante c'est le terme utilisé pour désigner les intelligences artificielles humanoïdes dans l'univers de Blade Runner, et une réplicante donc a mis au monde un enfant. Battlestar Galactica se place dans notre passé, tandis que Blade Runner 2049 se déroule explicitement dans notre futur. Et là où la première œuvre offre un récit complet aboutissant à notre humanité actuelle, la seconde nous questionne et nous permet d'interroger les relations entre humains et réplicants au travers des possibilités offertes par l'apparition de cette maternité. Comment donc envisager l'intelligence artificielle dès lors qu'elle est dotée du même mode de reproduction de l'humain? C'est la question que nous allons nous poser dans tout cet exposé, en gardant en mémoire cette notion de boucle d'éternel recommencement qui est proposée par Battlestar Galactica. On peut considérer la maternité comme un moyen de neutraliser la menace d'une intelligence artificielle toute puissante. Cependant, et c'est le raisonnement que nous allons appuyer, nous allons voir comment, lorsqu'elle est limitante pour l'humain, la maternité peut devenir source de pouvoir et d'indépendance pour les intelligences artificielles, et tout particulièrement pour les réplicants et réplicantes de l'univers de Blade Runner. Nous étudierons en premier lieu le contraste de la production industrielle des intelligences artificielles face à l'enfantement organique et humain, puis le retour aux croyances et prophéties qui est induite par le féminin maternel, et le nouveau rôle de l'intelligence artificielle pour une nouvelle humanité au-delà de ses croyances divines. On va étudier en premier lieu le film Blade Runner 2049, puisqu'il est le seul faisant explicitement apparaître une maternité organique dans un corps gynoïde, mais on prendra quelques exemples dans d'autres œuvres de science-fiction, tout en gardant à l'esprit le raisonnement de boucle qui est proposé par la série Battlestar Galactica. Pour rendre notre raisonnement le plus clair possible, on va d'abord présenter ces couples, ces familles hybrides. Dans Battlestar Galactica, on va uniquement les mentionner, Athéna est gynoïde, elle est la mère de Hera, son compagnon est un humain dénommé Hilo. Dans Blade Runner 2049, c'est le couple Rick Deckard et Rachel, Rachel étant une réplicante, qui sont les personnages principaux de Blade Runner, le film précédent, et qui sont du coup les parents de, énorme spoiler, Anna Stelline dans Blade Runner 2049. Contraste de la production industrielle des intelligences artificielles face à l'enfantement.
Ce qui définit la création maternelle des enfants de Rachel et Athéna est l'amour. C'est l'amour entre Descartes et Rachel, entre Athéna et Ilo, qui permet à l'impossible d'exister, à la vie d'être créée dans un corps artificiel. C'est un constat qui est mentionné vocalement par les personnages dans chaque cas et qui est mis surtout en contraste avec d'autres situations. Première situation, dans Battlestar Galactica, on découvre une base ennemie dans laquelle sont emprisonnées des humaines que ces derniers cherchent à faire tomber enceintes. Les IA veulent créer des hybrides entre les deux espèces, espèce humaine et espèce androïde, et cherchent à le faire dans la violence et la torture. On retrouve un schéma industriel, les femmes sont enchaînées à des lits, elles attendent diverses opérations et expérimentations génitales. Cependant, aucune tentative de reproduction ne réussit, mais on distingue bien cette idée de reproduction à la chaîne où les femmes sont reléguées à un corps vide, à un utérus, à une fabrique d'hybrides, somme toute à un rang de poules pondeuses. De même, dans Blade Runner 2049, on assiste à une scène de naissance d'une réplicante que vous avez déjà vue dans la première slide. La scène est très très organique. La réplicante a un corps déjà adulte et elle est recouverte de ce qui s'apparente à de l'argile ou du miel, on ne sait pas trop. Donc elle est mouillée, les cheveux sont collés à son visage et comme un nouveau-né finalement qui sortirait du ventre de sa mère englué de liquide amniotique. Sauf qu'en lieu et place du ventre maternel se tient un immense sac plastique que vous voyez à droite, rendant l'ensemble similaire à de la viande sous cellophane sortie directement d'une usine. De plus, au lieu de recevoir amour et chaleur maternelle, la réplicante tombée à terre reçoit dans le bas-ventre le couteau de son créateur, signe de son peu d'importance, voire de son insignifiance devant tant d'autres corps qui sont prêts à la remplacer. Tout ceci vise à créer ce contraste immense entre ces deux enfants hybrides nés de l'amour entre deux parents et peut raviver un intérêt de notre part pour la maternité et l'enfantement qui sont pourtant lieux communs de nos vies. La reproduction industrielle apparaît donc comme une pratique violente, barbare, source de pouvoir et de domination, tandis que la maternité apparaît soudainement comme preuve d'amour et surtout comme miracle. L'utilisation du mot miracle n'est pas anodine ici, puisque d'après le Larousse, la définition de miracle peut être la suivante, phénomène interprété comme une intervention divine. Dans Battlestar Galactica, notre référence initiale, on mentionne constamment les volontés divines dans l'intégralité de la série. Si la maternité est réapparue, c'est uniquement parce que les dieux l'ont souhaité, et tout particulièrement le Dieu unique des intelligences artificielles. Ce qui introduit notre retour aux croyances et prophéties induites par le féminin maternel. Alors, Geoff Riemann étudie dans ce texte le rapport aux religieux dans Battlestar Galactica. Il signale que dans toute la série, la science a été évacuée au profit de la croyance. Malgré l'existence de l'intelligence artificielle et de la conquête spatiale, deux points qui démontrent une civilisation particulièrement avancée sur le plan scientifique, sur le plan technologique, toute résolution et toute avancée de l'intrigue prend sa source dans des prophéties et dans des volontés divines. Dans la Bible, plus précisément dans la Genèse, Dieu punit Ève et toutes les femmes à suivre en les faisant enfanter dans la douleur. L'accouchement est vu comme une malédiction qui résulte du péché originel. On retrouve justement la trace de cette douleur et de ce danger dans Blade Runner 2049, puisqu'on nous signale que Rachel est morte en couche. Cependant, cet événement prend un nouveau sens ici, puisque Rachel était de toute manière une réplicante qui aurait dû mourir bien plus tôt, elle a une vie beaucoup trop longue pour une réplicante, et qu'à première vue, surtout, sa mort ne devrait pas être si grave, puisqu'il est possible de la recréer à l'identique avec toute sa mémoire. C'est ce qu'on observe dans la suite du film. À droite, vous avez la nouvelle Rachel, et Nyander Wallace, le fabricant d'androïdes, fait réapparaître face à Descartes Rachel, l'amour de sa vie. Mais ici, tout se complique puisque Descartes ne reconnaît pas Rachel, signale un défaut dans la conception, à savoir qu'elle avait les yeux verts et ici elle les a priori noirs ou marrons, et du coup se détourne d'elle. Ce que nous montre cette scène est que par son histoire amoureuse avec Descartes, par sa maternité, par sa mort, Rachel est devenue unique. Elle est la première réplicante à ne pas pouvoir être recréée, la première réplicante à pouvoir mourir définitivement dans les yeux de celui qui l'a aimée, mais ainsi dans nos yeux de spectateurs. L'apparition de la maternité est un miracle. Le miracle permet au divin d'apparaître. Le divin permet la foi, permet aussi la mort. Et dans Battlestar Galactica, les différents dieux sont explicitement mentionnés. Dans Blade Runner 2049, on mentionne le miracle, on mentionne la foi, mais du coup, où est Dieu? On a un élément de réponse ici, un autre ici. Et Dieu se souvint de Rachel, l'exauça et ouvrit sa matrice, nous dit Nyander Wallace, le fabricant d'androïdes.
Par là, il signale qu'il se considère lui-même comme Dieu, capable d'offrir la maternité aux gynoïdes dès lors qu'il aura la possibilité d'étudier l'enfant de Rachel, puisque qui d'autre que lui peut recréer Rachel et ouvrir son ventre. Le schéma se dessine alors, dans lequel Descartes et Rachel seraient les nouveaux Adam et Ève, tout comme le sont Athéna et Ilo dans Battlestar Galactica, c'est-à-dire un couple à l'origine d'une nouvelle humanité, plus humain que l'humain, comme nous disent les réplicants, et sous l'égide d'un nouveau dieu, ici autoproclamé. I Am Mother, film de Grant Sputore qui est sorti en 2019 sur Netflix, retrace une autre histoire maternelle. Dans un monde où l'humanité a disparu, une enfant est élevée par une intelligence artificielle et éduquée par cette dernière jusqu'à devenir une jeune femme capable de vivre seule et surtout capable d'éduquer la nouvelle humanité à venir. L'IA lui offre alors un petit frère, qui n'a de frère que le nom puisqu'il n'y a aucun parent génétique commun, et lâche ce couple féminin-masculin dans la nature sur cette terre vierge de toute présence humaine qu'il faut maintenant repeupler. Cependant, ici, c'est l'IA qui fait office de présence divine, puisque c'est cette dernière qui prépare la Terre à accueillir de nouveau la vie humaine, puis qui sélectionne les données que l'enfant doit apprendre, qui vérifie leur bon usage, leur bonne compréhension, pour amener un développement de l'humanité au travers de bonnes valeurs. Tout ce qui est bon pour l'humain est défini par l'intelligence artificielle. Ce qui nous amène au nouveau rôle de l'intelligence artificielle pour une nouvelle humanité, au-delà des croyances divines. Y a-t-il un autre futur possible pour l'intelligence artificielle qu'un développement en tant que nouvelle humanité sous l'égide d'une présence divine? Ian Moser nous fait considérer un futur où l'intelligence artificielle remplacerait cette présence en associant la fonction maternelle à une fonction plus large, protectrice, moralisatrice à grande échelle. Mais qu'en est-il du coup de Blade Runner 2049? On peut introduire ici le Manifeste Cyborg de Donna Haraway, qui prend d'ailleurs pour seul exemple cinématographique le personnage de Rachel dans Blade Runner. Résumé très grossièrement, le Manifeste Cyborg fait le constat de l'impossibilité pour les identités hybrides de s'intégrer véritablement à la société et propose la solution du cyborg, à savoir une identité hybride, modelable, qui se situe dans un entre-deux permanent. Donna Haraway donne une nouvelle définition de la maternité dans son Manifeste Cyborg, puisqu'elle prend pour exemple les femmes de couleur, je cite, qu'elle définit comme cyborg, c'est-à-dire entre plusieurs identités, et analyse leur relation à la maternité comme telle. Débarrassée de l'identité, la race bâtarde enseigne le pouvoir des marges et l'importance d'une mère comme Malinche. Citation dans la citation, Malinche est l'indigène, mère de la race métisse des bâtards du Nouveau Monde, maîtresse des langues et maîtresse de Cortés. Les femmes de couleur ont transformé la mère maléfique de la peur masculiniste en mère lettrée originelle qui enseigne la survie. La chercheuse démontre donc l'existence possible d'une figure maternelle transcendante qui se détache de tout impératif physique de maternité, mais joue un rôle culturel et social, permet l'identification et la construction personnelle, ici des femmes de couleur, et leur enseigne un pouvoir qui dépasse les normes de la maternité naturelle et imposée. Ce court extrait du Manifeste Cyborg nous permet de reconsidérer les personnages de Rachel et de son enfant, puisque ce dernier, anonyme et inconnu jusqu'à la révélation qui clôture le film, permet à Rachel d'adopter une position similaire à celle de Malinche, que désigne Donna Haraway. Les androïdes s'identifient à cet enfant, imaginent qu'ils peuvent être ce dernier. Le personnage qui dirige le mouvement de révolution des androïdes dans le film souligne ce point en décrivant l'enfant comme un symbole d'espoir et une sorte de symbole pour les réplicants qui peuvent tous se reconnaître en lui. Par procuration, les androïdes deviennent enfants de Rachel, qui représente elle aussi un symbole, une gynoïde qui a défié l'autorité et vécu comme une humaine, ignorante au départ de sa condition robotique. Dans Blade Runner 2049, les androïdes trouvent donc une figure maternelle autour de laquelle se réunir, à laquelle s'identifier, et qui leur donne la force et la cohésion nécessaires pour repousser la domination humaine sur eux. On retrouve cette recherche d'identité dans d'autres films de science-fiction, et notamment Ghost in the Shell, la version cinématographique du film, le film de Rupert Sanders, qui est sorti en 2017. L'héroïne est cyborg, mais a oublié son histoire. Tout ce qu'elle sait d'elle-même est qu'elle est la première réussite de greffe de cerveau sur un corps gynoïde ultra performant. Sa quête de mémoire va la conduire jusqu'à sa mère, qui est humaine, et on se rend compte que sans ascendance maternelle à laquelle s'identifier, l'héroïne de Ghost in the Shell est incomplète. Elle ne peut réellement exister dans le monde car elle ne sait pas d'où elle vient. Les retrouvailles avec sa mère et ensuite avec sa mémoire manquante lui permettent de s'incarner pleinement dans son corps robotique sans renier sa part humaine
et de prendre sa place dans le monde déroulé par le film. Identité maternelle et mémoire sont ici liées et sont surtout les conditions de l'équilibre du personnage. Ce lien nous intéresse lorsqu'on revient à Blade Runner 2049, puisque Anna, qui est l'enfant de Rachel, est justement celle qui est chargée de fabriquer la mémoire des réplicants. Anna travaille pour Neander Wallace, le fabricant d'androïdes, et on a vu plutôt que ces derniers naissent en ayant déjà un corps adulte, et il est donc nécessaire pour leur fonctionnement de leur implanter une vie vécue, sous forme de faux souvenirs auxquels se raccrocher et surtout autour desquels construire une identité. Et c'est donc l'enfant de leur mère à tous, de Rachel, qui est chargé de cette tâche, chargé de créer une histoire à chacun d'entre eux pour qu'ils puissent tous accéder à une forme d'humanité. Neander Wallace crée des corps qui sont remplaçables, tandis que la lignée féminine qui est dessinée par Rachel et par sa fille crée des identités, des êtres forts, complets, uniques et pourtant portés par un symbole commun. Blade Runner 2049 se termine donc sur la découverte d'Anna Stelline et nous laisse ainsi le loisir d'imaginer les chemins possibles pour la suite. On peut ainsi entrevoir tout autant la boucle qui est proposée par Battlestar Galactica, celle qui efface l'intelligence artificielle pour repartir à zéro sur des bases humaines et religieuses, jusqu'à développer de nouveau des connaissances scientifiques telles que l'IA refait surface et recommence le cycle, que une nouvelle interprétation qui mêlerait intelligence artificielle et humanité au lieu de les opposer. L'événement organique de maternité peut devenir un symbole plutôt qu'une capacité à reproduire, à répliquer, et offrir à des êtres hybrides entre humanité et artificialité une identité qui les réunit tous, qui leur donne une ascendance à laquelle se référer et autour de laquelle se construire, tout comme dans Ghost in the Shell, également une mémoire commune et individuelle à la fois, une mémoire construite, choisie, partagée, sélectionnée. Tout comme dans I Am Mother, pour cette fois permettre l'émergence de valeurs réfléchies et partagées pour permettre l'épanouissement d'une nouvelle population plus humaine que l'humain. Merci beaucoup pour votre attention.